Alors, nous passons au quatrième panel, qui est le panel chef d'entreprise, savez-vous manager l'énergie? J'appelle donc Madame Caroline Rowe, directrice générale de l'entreprise Morillet Productions, Monsieur Franck Dagano, assistance technique du Programme national d'efficacité énergétique, et Monsieur Michael Apaya, chargé de mission énergie à Business Mauritius. Merci. Mesdames, Messieurs, bonjour. On va faire vite pour continuer d'essayer de rattraper le temps initialement perdu sur ce panel, sur les précédents panels, pardon. Directement, je relance les présentations. Donc, à ma droite, Franck Dagano, qui est en charge de l'assistance technique pour le Programme national d'efficacité énergétique. À la droite de Franck Dagano, Michael Apaya, qui est chargé des questions d'énergie au sein de Business Mauritius. Et à la droite de Michael Apaya, Caroline Rowe, directrice générale de Morillet Productions Limitée, une entreprise qu'on sera amené à présenter tout à l'heure, mais qui fait figure d'exemple dans la mise en œuvre des opportunités offertes par le Programme national d'efficacité énergétique. Et au-delà de son caractère exemplaire à saisir les opportunités, Caroline Rowe nous expliquera comment l'efficacité énergétique et plus généralement le management de l'énergie sont effectivement des outils de gestion, comme ça a déjà été évoqué dans le précédent panel par Catherine Gris. Mais tout de suite, j'aimerais bien, après que nous ayons abordé les questions de transition énergétique au niveau global, au niveau national et ensuite au niveau sectoriel, j'aimerais bien, s'il vous plaît, Franck Dagano, on descende au niveau des entreprises et que vous indiquiez en quoi a consisté et consiste encore ce Programme national d'efficacité énergétique au niveau des entreprises. Oui, merci Renaud. Je vais pas remonter trop loin, faire un tout petit peu d'historique sans remonter trop loin puisqu'il faut faire court. Je vais remonter à 2012, ce qui ne veut pas dire qu'il ne se passait rien avant, évidemment. 2012, date à laquelle l'ancêtre de Business Mauritius, le Joint Economic Council, et l'Agence française de développement ont initié un partenariat dans le domaine de l'efficacité énergétique et ont souhaité réaliser une cartographie de l'efficacité énergétique dans le secteur privé mauricien. Les principaux résultats ont été largement diffusés à l'époque. Je vais juste rappeler quelques chiffres un peu clés qui étaient sortis de cette cartographie. Elle avait mis en évidence qu'il y avait un potentiel de réduction des consommations et de la facture énergie de l'ordre de, pour l'ensemble des grandes entreprises, 1,2 milliard de roupies par an. Alors juste quelques mots de commentaire sur ce 1,2 milliard de roupies. Il s'agit bien d'une analyse microéconomique. Je ne vais pas me mêler des débats entre économistes, surtout pas en ce qui concerne la macroéconomie. Par contre, c'est bien une analyse microéconomique, c'est-à-dire c'est une réduction de la facture que les entreprises payent sur la base des tarifs actuels. Ce chiffre inclut l'électricité et des combustibles fossiles que les entreprises utilisent, peuvent avoir à utiliser pour réaliser les besoins de chaleur, de vapeur, etc. Ça inclut du charbon, du fioul, du gaz. On n'inclut pas par contre ici toutes les sources mobiles, on a parlé de transport, ce n'est pas inclus dans ce chiffre. Ce potentiel d'économie peut être traduit aussi en réduction de la demande électrique de l'ordre de 40 MW, ou encore en termes de réduction de gaz à effet de serre de l'ordre de 173 000 tonnes de CO2 par an. La cartographie a ensuite proposé un plan d'action largement organisé autour d'un programme d'audit énergétique dont l'objectif est d'apporter aux entreprises les éléments d'information dont elles ont besoin pour identifier clairement et évaluer les potentiels d'action et qui leur permettraient d'exploiter ces potentiels d'économie. Suite à cette cartographie, Business Mauritius et l'Agence française de développement ont souhaité faire un projet pilote afin d'évaluer un petit peu, de tester quel pouvait être le rendu concret d'un programme d'audit énergétique. Il y a donc eu une opération pilote, qu'on appelle pilote vapeur, qui a consisté à réaliser des audits sur 8 entreprises mauriciennes en se concentrant uniquement sur les systèmes vapeur,
de façon à recruter un consultant spécialisé dans le domaine qui amène des choses très très détaillées dans l'usage de la vapeur. Et ce programme a confirmé en quelque sorte qu'il y avait des potentiels tels que la cartographie les avait identifiés de façon macro plus grossière, avec des potentiels selon les sites qui allaient de 10 à 40% d'économie. Alors là, je parle de potentiel accessible à travers des temps de retour acceptables pour les entreprises. Suite à cette pilote vapeur, dont les résultats ont été satisfaisants, il y a eu un partenariat, donc le partenariat public-privé, le PPM, Public Private Meeting, a souhaité lancer le Programme national d'efficacité énergétique, qui est donc une initiative conjointe entre le ministère de l'Énergie et des Services publics et Business Mauritius, supportée par l'Union européenne et l'Agence française de développement, et pour le volet formation par HRDC. Ça repose sur la réalisation de 100 audits énergétiques, c'était la cible, qui sont organisés par groupe d'audit. On réunit les entreprises qui ont des thèmes, des préoccupations énergétiques de même type. Donc les groupes peuvent être sectoriels, textile, secteur hôtelier, grande distribution, grande surface, ou peuvent être des thèmes plus par usage, vapeur, froid, air comprimé, moteur, pompe, ventilateur, et un dernier groupe, eau chaude, et en particulier eau chaude solaire, c'est-à-dire comment utiliser le potentiel solaire à Maurice pour produire l'eau chaude dans les entreprises. Ouais. Alors, en 2 mots, pourquoi on organise autour de groupes? Quels sont les bénéfices de réaliser les audits par groupe? Il y a un premier intérêt qui est qu'on peut contractualiser avec des auditeurs spécialisés des problématiques en question. Par exemple, sur le groupe froid, on contractualise avec un auditeur dont la spécialité est le froid. Et ça permet d'apporter des réponses beaucoup plus précises et détaillées. Deuxième bénéfice, on réalise une économie d'échelle, puisque l'auditeur qui va venir pour réaliser 10 audits, il va pouvoir faire des coûts unitaires par audit qui seront inférieurs à ce qu'il était s'il intervenait pour une seule entreprise. Et puis on espère aussi créer un effet de synergie entre les entreprises, voire même d'émulation, pour que les entreprises veuillent être les plus performantes, chacune dans leur domaine. Le PN2E bénéficie également d'une assistance technique, dont les rôles sont principalement de rédiger des cahiers des charges spécifiques pour chaque entreprise, afin que l'audit cible bien les priorités, et ensuite de contractualiser, de sélectionner les auditeurs les plus compétents, et ensuite d'encadrer la performance des auditeurs à travers un suivi, un contrôle qualité. Merci. Directement, Michael Apaya, vous êtes depuis l'origine sur ce programme national d'efficacité énergétique. Franck Dagano vient de nous exposer quel était le canevas, en quelque sorte, qui présidait et qui continue de présider à la mise en œuvre de ce programme. Il a terminé sur la dynamique possible entre les entreprises et à l'intérieur des entreprises. Est-ce que, en quelques mots, vous qui suivez ça au quotidien, vous pouvez nous dire quelle est justement la réalité aujourd'hui de ce programme dans les différentes entreprises et quelles sont les entreprises qui sont concernées? D'accord. Est-ce que vous allez toujours bien? Parce que moi, je suis très surpris de vous retrouver autant. Je fais une petite parenthèse, mais je peux me le permettre, puisque quand j'ai vu 180, 190 inscrits sur la liste hier, je me dis c'est pas possible. Et certains d'entre vous n'ont pas eu de notebook, on s'en excuse, mais c'est parce qu'on en a prévu 200, donc vous êtes plus de 200 aujourd'hui pour ce colloque sur la transition énergétique. Et juste un petit remerciement, parce qu'on est une petite équipe à tenir sur l'adrénaline, parce qu'on a travaillé entre 23h et 3h du matin pour faire tout ce que vous voyez là. Donc bravo à l'équipe, Aikos, Ashley, Rodolphe, merci. Et moi-même, parce que pour vous répondre là, il va falloir que je mobilise pas mal d'énergie. L'encadrement qualité est un point important du projet, puisqu'on a voulu dès le départ dire qu'on veut faire émerger un marché de l'efficacité énergétique, mais un marché de qualité. Et donc, il a fallu dire aux entreprises, aux chefs d'entreprise, qu'on va venir non pas vous garantir des économies d'énergie, ça serait malhonnête de venir vous voir et dire vous allez avoir tant d'économies d'énergie, nous en tant qu'assistance technique, mais par contre on va venir vous garantir la qualité de ce qui vous sera rendu. Voilà, donc c'est un point fort. Cette assistance technique qu'on représente en duo sur le terrain, cette assistance technique aura visité autant d'entreprises candidates au PN2E.
Donc c'est pour un programme d'envergure financé par les bailleurs, c'est un point fort. Je fais rapidement parce que moi-même je tiens le temps. Si ça veut bien marcher, voilà. Donc pour valoriser ces entreprises partenaires, elles sont toutes listées ici. Le projet froid, on a eu 14 entreprises. 14 entreprises, 11 industriels et 3 bâtiments tertiaires, Sotravik, ENL Ars et la Commission de l'océan Indien pour des bâtiments. Et sinon, tout le reste, donc, c'est du secteur industriel. Et sur ce secteur-là, on avait une consommation énergétique de 170 millions de roupies liées au froid. 170 millions de roupies liées au froid. On a noté des économies d'énergie entre 28 et 35% d'économies. Donc voilà, c'est pour vous donner une idée d'ordre de grandeur. Aujourd'hui, je ne peux pas rentrer plus dans la technique, on en parlera après, mais au moins, c'est pour valoriser les entreprises qui sont entrées dans cette démarche. De même, sur le secteur hôtelier, on a eu 8 hôtels du groupe Beachcomber, 5 hôtels du groupe Lux, 2 hôtels du groupe Indigo, un vol à Bagatelle, et je crois que j'ai tous listés. Voilà. Donc 550 millions de roupies de factures annuelles, 550 millions cumulés. Et on a noté des économies d'énergie entre 20 à 50% d'économies pour des sites, et en moyenne, donc 30% d'économies sur une moyenne des 16 sites. Le textile, 3 sites donc, qui sont listés. On ne peut pas encore vous donner plus d'informations, puisque les résultats sont en train d'être approfondis. Donc, je peux juste vous donner les noms. De même pour la suite, ça marche une fois sur deux. Voilà. La vapeur, 4 entreprises. Agroalimentaire. La comprimée, 6 entreprises. La grande distribution, donc 2 Super U, 2 Monoprix et 2 centres commerciaux, le Richter Mall et ce centre commercial. Donc on est aussi honoré d'être sur un site qui est dans une démarche d'économie d'énergie pour lancer ce colloque sur la transition énergétique. Le projet pompe-ventilateur, où on a 5 sites du secteur privé, des sites où nous rejoint le secteur de l'agriculture. Merci à Jacqueline pour avoir mobilisé les membres. Le terminal airport de Maurice. Et je note donc aussi les 4 sites de pompage de la CWA. Donc on l'a dit, c'est le programme national qui était dans une première phase liée aux entreprises, a pu intégrer un corps para-étatique, donc dans une convention entre l'AFD et la CWA directement. Donc la photo pour la signature. Et je termine pour dire que si on cumule tous ces chiffres, toutes ces entreprises, on est aujourd'hui à 66 entreprises dans la démarche, partenaires, je les appelle partenaires. Et si j'ajoute les projets qui vont venir, on va faire un projet sur l'eau chaude solaire, un projet à nouveau sur le froid et un projet à nouveau sur les hôtels. On devrait donc arriver au chiffre qui était annoncé tout à l'heure, 95-96 entreprises, à la fin 2017. Ok, merci Michael Apaya. On descend un peu plus bas. On était sur des groupes, enfin des groupes d'entreprises. Caroline Rowe, vous dirigez donc Morillet Productions Limitée, qui est une entreprise, on va peut-être pas la présenter, sinon pour dire qu'elle a un peu plus de 40 ans d'existence, qu'elle a été créée à Phoenix, qu'elle a été créée à Moka, qu'elle est depuis 1994 à Phoenix, qu'elle a commencé par produire des produits sous la marque Yoplait. Aujourd'hui, vous produisez sous d'autres licences, Mico, Candia. Et aujourd'hui, surtout, vous avez même une gamme de jus. Enfin, vous faites pas mal de choses. On parlait d'agroalimentaire, de l'intérêt pour l'agroalimentaire d'avancer sur la transition énergétique. Vous êtes à, je ne voudrais pas dire de bêtises, c'est bien 20 000, c'est ça, 20 000 tonnes de produits, oui. Ouais, de produits par an. Des produits qui sont... il faut du chaud, il faut du froid, il faut de la vapeur, il faut de l'électricité, j'en passe. Enfin, vous allez nous exposer. Concrètement, vous êtes l'une des entreprises les plus engagées, et même à titre personnel, vous êtes engagé dès le début sur la mise en œuvre de ce programme national d'efficacité énergétique. Ça vous plaît, ça vous intéresse, mais ça rapporte vraiment? Ça vaut le coup? Oui, bonjour à tous. Je vais vous expliquer un peu la démarche qu'on a suivie ces dernières années. En fait, l'engagement environnemental de Morillet s'est inscrit depuis l'an 2000, au moment où on prend la décision de prendre une certification ISO 14001.
donc pour mitiger les impacts de notre activité sur l'environnement. Et bien sûr, le volet de l'efficacité énergétique est déjà à l'ordre du jour. On commence par tout ce qui est sensibilisation de notre personnel, donc par des petites actions, mais qui cumulées en fait ont des gros impacts. Et au fur et à mesure que les années passent, en fait, on se heurte à une question qui est la suivante, c'est qu'on réalise que l'efficacité énergétique, en fait, c'est un métier. Et que nous sommes fabricants de produits laitiers, et que pour pouvoir avoir des gains en efficacité énergétique, il faut disposer des compétences qui permettent de les envisager. Et il s'avère que ces compétences-là ne sont pas les mêmes quand il s'agit de vapeur, de froid, et même de froid positif ou de froid négatif. Donc on a vraiment un besoin de compétences. Et il s'avère qu'à ce moment-là, il y a cette mission qui est organisée conjointement par la JEC à l'époque et l'AMM à La Réunion. Et donc nous faisons le déplacement pour découvrir ce qui était fait à La Réunion. Et effectivement, nous sommes impressionnés. Et donc on rentre dans ce train, on participe à la cartographie nationale. On rentre dans ce train du premier PN2E vapeur et effectivement, on commence la démarche. Alors peut-être pour vous donner une envergure de la question, donc, les énergies à Morillé, c'est 4% de notre chiffre d'affaires. Quand on regarde ce chiffre-là, 4%, ça peut paraître faible dans l'absolu. Mais quand on le met dans la perspective d'un marché mondial où les cours sont en constante progression, définitivement, l'énergie devient un enjeu d'efficience et de compétitivité. Donc, c'est pour tout cela aussi que nous nous engageons, et bien sûr pour notre engagement environnemental. Alors, comment se passe le PN2E vapeur pour nous ? Donc, effectivement, on est mis en relation avec des consultants qui commencent à observer et à mesurer. Je dirais que les grands apprentissages de ce PN2E, ça a été tout d'abord une montée en compétences de nos équipes, mais aussi une sensibilisation importante sur l'aspect du comptage. Alors, il paraît évident que pour pouvoir manager, il faut pouvoir mesurer, mais il y a définitivement une question technique associée au comptage sur l'énergie qui nous a été vraiment transmise au moment de ce PN2E vapeur. Et la troisième dimension, c'est qu'avec ce programme, on a eu en fait justement une planification de nos actions d'investissement sur 3 ans, qu'on a mis en œuvre sur les 3 dernières années. Et aujourd'hui, on a un gain d'efficience sur le fluide vapeur de 25%. Donc, fort de cette première expérience-là, on a continué. Donc, on a participé au PN2E froid. Et on participe actuellement au PN2E eau chaude. On envisage, pour vous dire aussi l'évolution de l'entreprise, c'est qu'auparavant, la fonction énergie n'était pas une fonction particulièrement existante au sein de la structure à Morillé. Aujourd'hui, on a choisi de la créer, cette fonction énergie. Donc, il y a une fonction énergie qui est séparée de la fonction maintenance. Et je crois que c'est une décision importante par rapport au fait que, oui, pour nous, définitivement, le management énergétique est un axe stratégique de développement. Donc, la fonction existe. Nous avons mis en place une réunion de pilotage mensuel de la performance énergétique dans l'entreprise, avec le suivi des KPI et des projets en performance énergétique. Et donc, nous déployons nos plans d'action. Merci. Voilà. Merci. Donc, effectivement, vous répondez parfaitement à la question qui est posée d'emblée. C'est sur la question, est-ce qu'on peut manager l'énergie ? Est-ce que c'est un outil est-ce que l'énergie peut être un outil de gestion ? Du coup, ça m'amène à me retourner vers Franck Dagano, parce que finalement, on parle d'outils de gestion pour l'efficacité énergétique. Est-ce qu'il en est de même pour ce qu'on appelle la transition énergétique ? Parce que la transition énergétique, ça n'est pas que, on l'a dit précédemment, que de l'efficacité. C'est aussi des changements de production, des changements, beaucoup de changements, beaucoup de transitions. Donc, alors, je vais prendre comme point de départ, pour illustrer un petit peu, un exemple de rendu d'un rapport d'audit, qui est un peu fictif d'ailleurs, mais enfin que j'ai un petit peu idéalisé pour simplifier. Ce qu'on demande aux auditeurs en rendu final, c'est une liste de recommandations qui sont ici décrites de façon succincte, et puis d'évaluer d'une part les économies engendrées par an, le coût d'investissement, et puis ce qu'on appelle le payback period, le temps de retour brut, c'est-à-dire investissement divisé par les économies, en combien d'années est-ce que je récupère mon investissement. Donc vous voyez, on est vraiment dans une approche microéconomique.
Un mot pour faire le lien d'ailleurs avec ce qui avait été dit précédemment. On est toujours dans une logique de confort ou de production, de productivité égale. On n'est pas dans une vision d'économie d'énergie, pour l'instant orientée vers de la décroissance. On est bien dans une logique de consommer moins d'énergie pour produire autant, voire même plus. Et on va voir justement qu'on peut faire le lien entre management de l'énergie et les autres préoccupations de l'entreprise. Pour revenir sur mon tableau, j'ai classé ici les actions par payback période, temps de retour brut croissant. Et on voit qu'on a donc 3 catégories d'actions. Toute catégorisation est arbitraire, mais enfin ça permet un petit peu de simplifier l'approche. On a une première série d'actions avec des paybacks entre 0 et 6 mois de temps de retour, qu'on va appeler les quick wins. Qui donc a priori ne demandent pas beaucoup d'investissement. Ensuite, on a une deuxième série d'actions qui vont être entre 6 mois et 6 ou 7 ans de temps de retour, selon ce qu'on considère comme une définition acceptable d'un temps de retour acceptable au niveau d'une entreprise. Et puis après, des actions qui ont des temps de retour supérieurs à 7 ans, qu'on va appeler de long terme, on va dire. Je vais illustrer en prenant un exemple sur chacune de ces catégories. Dans les quick wins, les auditeurs dans les hôtels, par exemple, ont mis en évidence que des équipements de cuisson dans les cuisines des restaurants, des hôtels, restaient allumés de façon permanente entre les repas, alors à l'heure des repas évidemment, mais aussi entre les repas, voire même parfois la nuit, avec une demande en principe extrêmement faible. Donc là, il nous semble en premier lieu qu'il y a un potentiel qu'on va appeler le quick win. On pourrait réduire les temps de fonctionnement des fours au moment où la demande est faible, voire quasi nulle. Alors évidemment, c'est pas si simple. D'ailleurs, le mot gaspillage n'est peut-être pas approprié parce que les hôtels sont bien gérés, les gens sont pas fous. S'ils les maintiennent en marche, c'est que sans doute qu'il y a des raisons. Donc quand on questionne les opérateurs, les cuisiniers, ils nous disent moi je veux les maintenir en marche en permanence parce que si j'ai ne serait-ce qu'une commande d'une pizza à 16h, voire même à 2h du matin, je veux être en capacité de répondre rapidement et de satisfaire mon client. Et donc ici, on voit bien qu'on n'a pas un blocage, mais il va falloir trancher, analyser clairement qu'est-ce que c'est que la satisfaction du client, et on voit bien que l'énergie amène à se poser la question du cœur du métier de l'entreprise. Qu'est-ce que c'est que satisfaire le client? Ça veut dire qu'il va falloir qu'on implique le top management de l'entreprise. On n'est pas simplement par un problème qui peut être résolu par le chef de maintenance qui est généralement responsable de l'énergie. Il va falloir que le top management s'implique dans la réflexion pour définir ce qu'est la satisfaction du client et jusqu'à quel point on peut admettre de réduire, de mettre en place des procédures dans les cuisines qui vont, tout en satisfaisant le client, réduire les temps de fonctionnement et économiser de l'énergie. Il va falloir qu'on définisse des procédures et qui est responsable de mettre en place ces procédures dans les cuisines. C'est-à-dire qu'il va falloir définir des responsabilités. Tel cuisinier doit faire appliquer telle et telle procédure. Puis il va falloir aussi qu'on mette en place un minimum de suivi et de comptage pour vérifier, valider qu'on a bien des économies. Si on fait des efforts en prenant le risque de ne pas tout à fait satisfaire certains clients parfois, il faut qu'en échange, on ait des économies qui soient validées. Ça veut dire que si on veut que ça soit effectif, il va falloir qu'on mette un minimum de comptage, une mise en place de suivi qui va nous permettre de faire du reporting pour valider ce qu'on fait. Donc ça s'intitule Quick Wins et ça a l'air simple à exécuter et mettre en œuvre. On voit qu'en fait, c'est pas forcément si simple. Un exemple d'action à temps de retour moyen, on va dire, mettons, changement de mise en place de vitesse variable sur des pompes à eau glacée. 3 ans de temps de retour. Là aussi, il va falloir se poser la question, est-ce que l'entreprise, à partir du résultat de l'audit, a la capacité interne, l'expertise interne pour passer à l'acte? Est-ce qu'elle sait identifier les fournisseurs? Est-ce qu'elle sait définir les caractéristiques précises? Est-ce qu'elle va savoir demander des devis, analyser les offres, choisir les équipements, etc. Et puis, il va falloir aussi qu'elle se pose la question du financement, de la budgétisation, par rapport à d'autres priorités qui pourraient apparaître comme d'autres priorités en termes de budget ou de capacité de financement. Donc là encore, implication du top management et introduction de l'énergie à l'intérieur des priorités de l'entreprise. Et puis un exemple d'action à temps de retour élevé. Alors par exemple, mettons isolation sous toiture pour limiter les besoins de climatisation. Donc on a demandé aux auditeurs dans les hôtels, ils ont fait un travail un peu spécifique d'analyse de l'enveloppe qui leur a permis d'évaluer que si on isolait sous toiture, on allait réduire les besoins de climatisation et on avait des temps de retour, pour faire court, entre 10 et 20 ans selon les cas. Donc certaines entreprises nous reprochent presque de leur dire ça. Ça sert à quoi? 10 ans, c'est beaucoup trop élevé, je ne vais pas passer à l'acte. Oui, bien sûr. Mais là, je fais le lien avec ce que disait M. Tang tout à l'heure. C'est vrai qu'on est beaucoup dans du correctif
Mais en même temps, on est tout à fait d'accord que la performance énergétique, il faut la prendre en compte sur le long terme, en préventif, dès le départ. Et donc ce qu'on souhaite, c'est que les entreprises prennent conscience que si elles avaient mis de l'isolation au moment où elles ont construit l'hôtel, elles économiseraient beaucoup d'énergie aujourd'hui. Et le temps de retour serait certainement bien meilleur. Si on met l'isolation au moment où on construit, au moment où on conçoit, les investissements ne sont évidemment pas les mêmes. Puis c'est l'occasion de dire aux entreprises, la prochaine fois que vous faites une rénovation de cette partie de votre hôtel, pensez peut-être à introduire l'isolation. Là, le temps de retour sera bien meilleur. Et puis vous êtes un grand groupe, la prochaine fois que vous construirez un hôtel, prenez en compte la performance énergétique dès le départ, parce que sinon vous allez payer sur le long terme des surconsommations qu'on n'arrivera plus à corriger. Donc on voit bien un petit peu que chacune de ces actions mène à l'obligation d'avoir une vision d'ensemble qu'on va traduire de façon simplifiée par un Energy Management System, système de management de l'énergie. Peut-être tu l'as pas mis ? Oui, c'est ça, parce que je voudrais laisser l'occasion à Caroline Rowe de nous expliquer justement cette transition, l'impact de ces projets d'efficacité énergétique d'abord et de transition énergétique plus avant sur justement le mode de management d'une entreprise comme Morilé. Quelques mots, d'une entreprise comme Morilé ou un groupe comme celui auquel vous appartenez, Claudia. Alors en fait, tout ce qu'on a pu réaliser ces dernières années, ça met au centre deux questions, trois bien sûr. La première étant définitivement le fait que, à travers l'énergie, c'est donc le développement durable et citoyen de l'entreprise, évidemment. Mais les deux autres que j'aurais peut-être souhaité souligner, c'est premièrement le changement. Je crois qu'historiquement, dans une usine, quand on arrive dans une usine, on regarde les équipements de fabrication des biens, parce que c'est le cœur du métier. Hein. Et donc, il y a vraiment, on est focalisé sur cet aspect-là. De penser à travers le management des énergies, en fait, ça change complètement l'angle de vue. Et c'est très intéressant parce qu'en fait, alors qu'on pensait que les énergies, historiquement, étaient en train d'être un peu l'esclave de la production, en fait, on se rend compte que l'intérêt est vraiment de le penser globalement, énergie, production d'énergie et production de biens, pour que les systèmes de production soient conçus de manière nouvelle et intelligente. Et je dirais même qu'aujourd'hui, le production manager d'aujourd'hui doit vraiment intégrer cette dimension-là dans la planification de sa production, ce qui historiquement n'était pas le cas. Donc il y a ce changement d'état d'esprit-là. Et la deuxième dimension qui, moi, me frappe beaucoup, et à chaque fois que je parle d'énergie, c'est quand on place l'efficacité énergétique au cœur du dialogue dans l'entreprise, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on place l'innovation au cœur de l'entreprise. C'est un sujet de rêve pour l'innovation. Et, je suis sûre que vous êtes tous ici persuadés de cela, mais c'est quand même à souligner, je pense, que c'est très important. Merci Caroline. Quelques mots pour conclure les interventions de ce panel, Michael. C'est-à-dire que dans le prolongement de ce qui vient d'être dit par les deux autres panélistes, vous êtes convaincus que finalement la transition énergétique, c'est effectivement aussi une transition du management, c'est-à-dire comme c'est de l'innovation, c'est de la gestion de changement, mais du coup c'est aussi une autre façon de gérer les entreprises, c'est une façon aussi d'introduire de nouveaux métiers comme ceux qui se sont développés aussi bien en matière de qualité, de ressources humaines et d'autres outils de gestion au cours des dernières années. La transition énergétique, c'est aussi donc une opportunité, une nouvelle source d'opportunité, n'est-ce pas ? Ouais, je vais répondre rapidement. Volontairement, on a intitulé « Savez-vous manager l'énergie ?» pour interpeller les chefs d'entreprise. Je vous partage les perles du PM2E, si vous voulez bien. Très souvent, les maintenance managers me disent même pour justifier l'achat d'un compteur d'eau, il faut que je me batte 10 ans pour l'avoir avec mon financier. Un compteur d'eau. Et le financier lui dit quel est le retour sur investissement du compteur d'eau. Alors moi, je lui dis il faut répondre quel est le retour sur investissement d'un système d'exploitation de Microsoft ou de Apple dans l'entreprise. Quel est le retour d'investissement de ça? Quand le chef d'entreprise il est dans sa formation de manager, aujourd'hui, les formations de management, on dit
vous allez apprendre à manager une entreprise parce qu'il y a la ressource financière et donc vous allez apprendre à gérer avec une comptabilité et un logiciel de comptabilité et voilà. Et puis on dit aux apprentis managers, vous allez apprendre à gérer l'entreprise parce que il va y avoir la ressource humaine, donc vous allez avoir un DRH et il va y avoir un logiciel qui va gérer les salaires, etc. Et voilà, ça va. Et moi je dis, mais qu'en est-il de celui qui est comme un pompier sur l'usine ou sur le site hôtelier, ou voilà, dans l'entreprise, qui est en train d'éteindre tous les feux, qui fait tourner au jour le jour l'activité, et à qui on donne à peine un crayon, un papier pour faire du management de l'énergie. Donc c'est ce que j'appelle une perle du PM2E, c'est quel est le retour d'investissement sur un compteur d'eau. Je ne sais toujours pas. Et donc c'est ce changement-là qu'on veut emmener. Quand il y a quelques années, on parlait de CSR, après on a vu des CSR managers. Raj, c'est bien ça. Donc demain, on espère avoir des energy managers quand la masse critique de l'entreprise le justifie, et comme ce que nous explique Caroline, puisque je ne sais pas si j'ai eu tort, quand on a lancé le PM2E en 2015, on a dit réduisez aux factures d'énergie. Voilà, c'était notre angle d'attaque, réduisez la facture d'énergie. C'était pour convaincre et attirer les gens vers nous. Aujourd'hui, si on a bâti ce colloque et qu'on parle de management de l'énergie, et si je tiens ce micro, c'est pour dire arrêtons de regarder l'efficacité énergétique comme l'aspect du moteur qui va baisser de puissance ou on va changer une ampoule. Arrêtons de regarder l'efficacité énergétique de cette manière-là. Commençons par peut-être voir une autre façon qui est, aujourd'hui, telle qu'on le voit, c'est l'efficacité énergétique qui emmène du confort dans la production, qui permet de refroidir le poulet à la température qu'on a besoin, alors qu'auparavant on n'arrivait pas, de refroidir le produit laitier alors qu'auparavant on n'y arrivait pas. Et ça, c'est l'efficacité énergétique qui l'a emmené, et qui, de la même façon qu'on a vu au tout début du colloque, il faut avoir des interactions publiques, privées, bailleurs. Aujourd'hui, quand on descend à l'échelle micro, on voit qu'il faut avoir des interactions entre la production, la maintenance, la qualité, parce que tout le monde va se bagarrer pour dire non, moi je veux que tu commences à chauffer à 2h du matin et pour que l'eau chaude soit prête à 4h. C'est la qualité qui dit ça. Donc, je pense que Caroline l'a bien dit, il y a toute une cellule qui se met en place et c'est une richesse extraordinaire pour le chef d'entreprise de commencer à manager l'énergie parce qu'il va avoir en face de lui plusieurs personnes qui va manager sous un autre angle, l'énergie. Donc, c'est un angle d'attaque pour manager son entreprise, qui malheureusement n'est pas suffisamment appris à l'école de management. Merci, bonne idée. C'est une idée. Et je salue la présence de 30 étudiants de l'Université des Mascareignes avec nous, de la section développement durable. Merci d'avoir été avec nous. Donc, qui seront des ambassadeurs des propos normalement qui ont été qui sont tenus durant ce colloque. On peut compter sur eux pour aller porter cette bonne parole de la transition énergétique sur la façon de révolutionner les entreprises. Je pense que ça nous fait la transition, sauf s'il y a des questions dans la salle, ça peut sinon nous faire une assez bonne transition avec le panel de clôture de ce colloque. On y va. Merci bien, merci beaucoup. Ah oui, excusez-moi, c'est vrai qu'on avait une question tout à l'heure sur la cogénération vapeur. Est-ce que, rapidement, pour ne pas laisser ce monsieur sans réponse, on vous a promis une réponse, donc je la fais vraiment très très courte. Oui, on a pris en compte dès la cartographie le potentiel de cogénération parce qu'il y aurait des choses intéressantes éventuellement à creuser. Premier obstacle, d'une part, la plupart des entreprises mauriciennes sont vraiment de très petite taille. Et pour faire de la cogénération, il faut quand même avoir une taille significative et des besoins de chaleur en relation avec des besoins d'électricité. Il n'y a pas tant de cas favorables que ça. Deuxième point, celui de la tarification de l'énergie, c'est-à-dire pour faire de la cogénération de façon intelligente, il faut un combustible qui va nous servir ensuite à produire chaleur et électricité, je suppose que c'est la cogénération à laquelle vous pensiez, un combustible qui soit pas cher en relation avec le prix de l'énergie électrique. Sinon, ce ne sera pas la peine. Et le seul combustible aujourd'hui pas cher en relation avec l'énergie électrique, c'est le charbon. Et donc, disséminer du charbon dans différentes entreprises, on n'est pas sûr que ce soit la meilleure chose du monde pour l'instant. Voilà, pour faire très court. Hormis, un combustible qu'on a ici pas cher, qui est la bagasse. Je crois qu'on a déjà évoqué le sujet. Mais voilà, ce n'est possible qu'à l'échelle d'une usine comme Omnicane.
c'est ce qui me permet peut-être de faire directement, je pense qu'il y aura d'autres éléments de réponse plus complets justement à ce sujet dans notre prochain panel. Madame, messieurs, merci beaucoup. Et justement, on continue sur ce sujet-là à travers le prochain témoignage. Merci.